Alors, on est une bonne quinzaine même à participer. Merci à tout le monde d'être là, hein. Je pense que les gens sont arrivés un petit peu au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un veut déjà réagir? Une première réaction à chaud peut-être? Moi, je vais bien. Tu m'entends, Laurent? Oui? Oui, oui, Ah, bonjour Chantal. bonjour. Bon, désolée d'arriver tard, mais j'ai eu des soucis informatiques. Bon, bravo à mes deux partenaires marseillaises. Bon, j'ai entendu quasiment l'exposé, mais j'avais déjà eu la chance de l'entendre en primeur. Voilà. Bon, merci d'être là. En tout cas, c'est super pour moi. C'est vraiment euh, un des rendez-vous qui est très, très, très pratique et qui nous amène des informations, voilà, comme on sent le vécu. Moi, j'avais une petite question, comme vous, effectivement, vous posez la question. Est-ce que vous-même, en fait, en tant qu'urbaniste, comment vous avez vécu et comment vous avez participé à cette opération à Cagnes-sur-Mer? Alors, à vrai dire, nous n'avons pas participé à cette opération. Il se trouve juste que mon frère est élu à Cagnes-sur-Mer et qui m'avait beaucoup parlé de cet écoquartier. Et comme, si vous voulez, il y a eu toute une réflexion qui a commencé, comme je le disais précédemment, en 2013 et qui devrait aboutir avec la fin de la réalisation en 2030, je trouvais que c'était assez exemplaire pour nous, ça donne du courage. D'accord. Il se trouve que je connais le maire, bien sûr, et que c'est ça qui nous a guidés. On s'est dit, bon, on va pas terminer, on va terminer bien, quoi. On va se dire que c'est possible, qu'il y a des élus qui se donnent les moyens, mais pas que, enfin, et la société civile aussi. Et c'est vrai que nous, on a travaillé diversement, notamment avec Christine Dugontier, sur des projets de ce type, mais qui n'en sont pas aussi loin au niveau de la réalisation. Donc, c'est pour D'accord. ça Très bien. qu'on trouvait intéressant la ligne directrice, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Hénard, vous avez levé la Oui, main. oui, bonjour. Bonjour. Pour répondre à votre question, quel est le rôle des urbanistes dans ce type de configuration? Moi, je m'appuie sur une étude que j'ai faite sur l'application du ZAN dans les 11 PCI du département de la Drôme. Et je me suis aperçu qu'en fait, le rôle des urbanistes était de donner de l'information, de donner de l'historique et de mettre les élus au bon niveau de l'information. Car selon les départements, selon les conseils municipaux, vous aviez des personnes qui étaient, je prends par exemple Valence, qui étaient des personnes tout à fait à niveau et qui comprenaient exactement ce qui se passait en termes d'application du ZAN, et puis d'autres qui étaient dans des communes plus rurales et qui étaient un petit peu, soyons simples, dépassés par les événements. Et donc, le rôle de l'urbaniste, c'est vraiment de montrer, enfin, c'est ce qui m'est apparu, hein, c'est de montrer un petit peu tout ce qui se passe autour de l'aménagement du territoire vu sous l'angle de l'application du ZAN, ce qui risque d'arriver pour les communes et quelles sont les marges de manœuvre des conseils municipaux. Voilà, c'est juste pour répondre à votre question, quel est le rôle de l'urbaniste? Je dirais dans un premier temps, mettre tout le monde à niveau de façon à ce qu'on ne perde pas trop de temps pour l'application des projets d'urbanisme. Est-ce que je peux vous demander dans quel contexte vous avez fait ce travail? C'est-à-dire, vous étiez mandaté par qui Ah pour oui, travailler? oui, très simplement, j'étais mandaté par la direction départementale des territoires de la Drôme. D'accord, très bien. Mais je trouve ça, effectivement, c'est très intéressant que des professionnels puissent effectivement aller voir les élus parce qu'on s'en rend bien compte qu'effectivement, c'est ce que j'explique dans ma présentation, c'est technique, c'est Oui. compliqué. Même nous, des fois, on n'arrive pas à se retrouver dans ce qui est les différents termes, terminologies. Donc, effectivement, c'est très, très bien que la DDTM mandate des professionnels pour C'est aider ça. les élus. Oui, le problème, les choses sont d'une complexité telle que, et en plus aujourd'hui avec l'application enfin si ça évolue, avec la nouvelle loi Trace,
sur C'est encore l'évolution pire. et l'aménagement de la loi ZAN. C'est sûr que les élus ont besoin d'informations et d'un besoin clair, opérationnel, pour pouvoir travailler. Car tous les élus ne sont pas tous des urbanistes ou des architectes ou des aménageurs. Donc, il leur faut de l'information simple, compréhensible, qui leur permette de prendre des décisions. Merci beaucoup. Charles, tu voulais réagir? Il faut que tu allumes ton micro, Charles. Il faut que tu allumes ton micro. Oui, je voulais intervenir après l'intervention de notre collègue Hénard pour la compléter, parce que je comprends très bien son intervention, qui est dans le fil de notre sujet, l'échelle du projet. Mais je crois qu'il faut rappeler que l'intervention de l'urbaniste, elle est effectivement dans la gestion de l'élaboration d'un projet de réglementation de l'urbanisme sur un territoire, mais elle est tout autant, pour ne pas dire d'abord, mais tout autant, de montrer les différentes marges de manœuvre qui existent pour une partie de territoire, en fonction de la situation qu'elle a, en fonction des ressources qu'elle a, en fonction des intentions de sa population, exprimées par le conseil municipal, mais exprimées par d'autres formules et d'autres institutions, comme les associations, etc. Et ensuite, de voir comment on peut gérer. Je crois que l'excès d'interventionnisme du législateur au cours des 20 dernières années ne doit pas faire penser aux élus qu'ils ne sont là que pour gérer les oukases qu'ils ont reçus du Parlement français. Je pense profondément que l'élu représente une valeur locale et que cette valeur locale doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer à travers le projet d'urbanisme, parce que à travers les élections municipales, le projet d'urbanisme n'est qu'une partie, ou alors il est polémique et on n'en parle pas. Mais par contre, quand on est en face du projet d'urbanisme, il faut prendre un temps, il faut conseiller aux élus, il faut réussir à montrer aux élus qu'il faut montrer aux populations et à leur conseil municipal qu'il y a des choix possibles et qu'on n'est pas simplement en train de tisser une obligation réglementaire. Voilà, merci. Très bien, merci Charles. Si je peux ajouter une petite réaction. D'abord, merci beaucoup d'avoir imbriqué en fait ces échelles à travers l'exposé, où on voit bien que les liens entre les échelles sont pas très évidents. En fait, j'ai plusieurs interrogations, mais bon, la première, c'est quand même la surprise de cette carte de l'enveloppe urbaine à Marseille. C'est vraiment très surprenant d'avoir cette grande tache rose et puis à côté des petits points d'acupuncture. Mais la question que je me posais, c'est pour autant, il doit y avoir, j'imagine, énormément de débats à l'intérieur de l'enveloppe urbaine sur le recyclage du foncier, la densification éventuelle. Donc, finalement, ma première question, c'était, on voit bien que bon, le SCOT essaye de structurer des centralités à grands coups de grande échelle. Après, tout ça se retrouve dans une grande tâche. Mais comment, selon vous, la déclinaison quand même à l'intérieur de la tâche de ce sujet du ZAN se fait ou se fait pas? Voilà, je veux bien recueillir votre avis là-dessus, puis après je vous ferai part de ma deuxième interrogation. Non, c'est vrai que c'est un sujet complexe et nous, si vous voulez, maintenant, dans une deuxième temps de vie, Claire et moi, on participe beaucoup dans les comités de quartier. Et justement, par exemple, moi, je me retrouve de l'autre côté. Avant, j'étais côté collectivité, donc je conseillais les élus, etc. Maintenant, je me retrouve de l'autre côté association. Et on voit là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce qu'effectivement, cette masse rose, il y a 4-5 grands projets, si vous voulez, qui sont soutenus par des projets institutionnels. Par exemple, il y a tout ce qui est centre-ville et il y a effectivement le projet urbain du centre-ville. Il y a tout ce qui est politique de la ville dans les quartiers nord avec les NPNRU. On va avoir des projets sur le sud liés au port de Marseille, etc. Mais on n'a pas vu, alors peut-être qu'elle existe, mais on ne l'a pas vu aujourd'hui, on n'a pas vu l'articulation. Et c'est nous, ce qui nous pose ce problème aujourd'hui, c'est qu'on dit
dans une ville comme Marseille, qui est la deuxième ville de France, la planification, on ne la voit pas. Quand on a des documents d'urbanisme, on a le genre de carte qu'on vous a montré avec des points, des taches, etc. Oui. Or, la question que vous posez, effectivement, c'est cette tache rose où on dit qu'il y a 70% des logements qui sont 10 à 12 000 logements par an. Et bien, si vous voulez, on n'arrive pas à trouver comment ça se passe et on arrive, si vous voulez, on ne sait même pas comment ça se passe, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, la métropole élabore les documents d'urbanisme et Ouais. la mairie délivre les permis de construire. Donc, on a un peu, si vous voulez, deux entités, qui ne se parlent pas toujours. Donc, là, il y a un vrai problème, si vous voulez. C'est vrai que moi, je suis tout à fait consciente que dans énormément de territoires, la question du ZAN, elle peut être traitée parce qu'il y a des professionnels qui sont là, parce qu'il y a des élus qui sont concernés. Mais dans un territoire comme la ville de Marseille, qui est la deuxième plus grande ville de France, on a l'impression, alors peut-être qu'on se trompe, hein, parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque Oui, quelque chose. oui, d'accord, d'accord. Très bien. Alors, les mains se lèvent de tous les côtés. Donc, Chantal, peut-être une Oui. réaction? Moi, je voulais simplement confirmer que nos deux amis, mes amies marseillaises, et je fais partie maintenant de cela, participent beaucoup à tout ce qui est possible au niveau des CIQ, donc des centres de quartier. Surtout en ce moment où en fait la mairie est en train, enfin bon, la municipalité est en train de mettre des immeubles ou des bouts de quartier à disposition. Il est en train de se désinvestir, l'État aussi d'ailleurs, et donc il faut trouver la meilleure façon de le faire. Ils sont très actifs là-dessus. Je suis un peu moins en ce moment, mais je le serai aussi, parce que notre belle ville de Marseille vaut vraiment la peine. Voilà. Merci, Chantal. Céline? Le micro, voilà. Oui, merci Laurent, bonsoir, merci pour cet exposé et pour cette partie plus théorique mais pratique, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je relève surtout par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vraiment l'intérêt de l'usage et de l'usager. Et je pense que la réglementation, c'est très bien, il en faut, mais il ne faut pas oublier qui vit dans les quartiers, dans les logements, dans les espaces publics. Et je pense qu'il faut, à mon sens, toujours se référer à ça et faire preuve d'un minimum d'empathie et se mettre à la place de l'usager. Pour moi, c'est ça aussi le rôle de l'urbaniste. C'est réellement tenter de comprendre comment il vit dans son quartier, dans le territoire, et du coup porter cette parole auprès des élus. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la réglementation c'est bien, mais qu'à un moment donné, faut aussi regarder autre chose et surtout, encore une fois, regarder l'usager. Voilà. Merci en tous les cas à toutes les deux. Donc, je vous invite à revisionner le rendez-vous de la SFU sur l'assistance à maîtrise d'usage qui avait été réalisé par Céline il n'y a pas si longtemps. Eric? Toujours le micro, voilà. Oui. Bonjour à toutes et tous. Oui, très intéressant. Moi, je voulais simplement apporter un éclairage sur l'adéquation avec les capacités du marché, parce que j'ai eu plusieurs missions d'AMO ces 10 dernières années sur Avignon, sur des écoquartiers, mais aussi sur Marseille, sur Euromed, et on voit bien quelquefois la difficulté. Je l'évoquais encore hier matin, enfin, on le voyait hier matin avec un webinaire organisé par les deux agences d'urbanisme, Aix et Avignon, que dans certains cas, les orientations qui peuvent paraître très intéressantes, je prends le cas des deux écoquartiers Avignon où il y a eu de très émérites équipes d'urbanistes qui ont bossé, sauf qu'aujourd'hui, la ville est plantée. Le premier écoquartier, l'opérateur qui a gagné l'appel d'offres a demandé à diviser par 2 le programme parce qu'il ne le vendait pas.
Il a fallu que les bailleurs sociaux prennent le relais, ça se passe moyennement bien. Et sur Euromède, la deuxième tranche, les accessions, du moins moi, quand je suis parti de la mission, il n'y avait personne. Il n'y avait plus que les bailleurs sociaux qui voulaient venir parce qu'il y avait de tels désordres autour des puces avec les vendeurs à la sauvette de tous les côtés. Et donc, cette adéquation avec le marché, elle n'est pas facile. Et je le vois encore sur une mission que je conduis sur le Gard aujourd'hui, où finalement, et c'était la conclusion de la réunion sur le foncier hier, les promoteurs poussent de plus en plus après pour dire ben, on n'y arrive pas, donc il faut qu'on fasse du lotissement, ou du lotissement en maison accolée. C'était le cas le débat hier avec l'agence d'urbanisme qui fait un test avec adéquation, l'agence de Lyon spécialisée dans le marché, pour voir comment on peut faire de la maison de faubourg accolée à un endroit où ce n'était pas prévu, mais pour essayer de trouver une clientèle, parce que ce n'est pas évident dans des endroits qui peuvent être compliqués. À Paris, il n'y a pas de souci. Avec Céline, on a travaillé sur Colombes, le long de la 86, on n'y croyait pas en arrivant. Finalement, tout se vendait. Et avec des jeunes cadres qui avaient des sous, qui jouaient plus ou moins la spéculation, mais ça se vendait. Quand on est sur des tissus plus compliqués comme Marseille-Nord, Avignon, eh ben c'est plus dur. Et surtout s'il y a la possibilité, ce qui est le cas à Avignon, à 10 minutes ou un quart d'heure de voiture, de trouver une maison dans un petit village accolé, qui allait à moins de services, mais finalement, donc il y a cet élément que je tenais à souligner parce que je le trouve complexe et peut-être on mériterait plus tôt, mais c'est pas toujours le cas dans les cahiers des charges, d'associer des gens qui bossent vraiment sur le marché. Alors je pense à Adéquation parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait souvent et je trouve qu'ils font un boulot remarquable. Associer ça et arriver à faire des tests, à être souple dans l'approche et surtout, et je terminerai là-dessus, à ne pas minorer l'impact de l'environnement urbain. Moi, quand j'ai travaillé sur le premier écoquartier d'Avignon, on avait dit aux élus de faire attention que le logement de la Rocade était pourri et qu'il fallait commencer par réhabiliter ça. Ils n'ont pas voulu en entendre parler, et bien 15 ans après, on est planté. La réhabilitation est venue, mais trop tard, et donc c'est planté, et il n'y a plus que les gens qui n'ont pas de rond qui... Bon, voilà. Oui, merci Eric. Merci beaucoup. En fait, moi, il me semble, pour revenir à ce que pourraient faire les urbanistes à travers votre exposé, il me semble qu'il y a, je dirais, la grande échelle de planification qui s'exprime dans les SCOT. Bon, qui vit sa vie, qui a des défauts et voilà, mais qui quand même est une pratique qu'on maîtrise bien. Ensuite, à l'opposé, il y a effectivement le quartier ou l'écoquartier, où à la fois votre démonstration démontre quand même qu'on sait en France réellement faire des quartiers neufs vraiment impeccables, quoi, et qu'on a en plus les majors mondiaux pour les faire. Donc, je pense qu'il y a, d'ailleurs, on a plein de délégations étrangères qui viennent voir nos écoquartiers, avec évidemment, Eric, parfois des problèmes voilà, qui sont ceux du marché. Mais je reviens à notre grande tache rose, là. Je trouve que c'est véritablement entre ces deux échelles qu'il y a. Alors, parce que c'est le 5e rendez-vous, en fait, que l'on fait à la SFU sur le sujet du ZAN. Et ce qui apparaît finalement, quand on les regarde un peu à la queue leu, parce qu'en plus il y en a eu un chaque année depuis 2020, c'est que l'échelle intermédiaire, autrement dit les PLU, la décision, je dirais, un peu stratégique d'aménagement réel sur le terrain, elle est devenue, avec le ZAN, un petit peu comptable. Voilà, les élus, en fait, font les chiffonniers d'hectares, un à gauche, un à droite, j'ai un data center, je ne l'ai plus. Bon. Et du coup, on a complètement oublié, donc, dans les PADD, je pense aussi, les logiques de forme urbaine, d'environnement, d'usage, voilà. Et du coup, le ZAN qui partait quand même d'une thématique assez vertueuse, qui était de se demander comment est-ce qu'on occupe au mieux l'espace en privilégiant tous les usages, y compris les usages environnementaux, c'est transformé en exercice comptable qui a rendu beaucoup plus aride, finalement, le sens urbain que l'on donne à cette échelle intermédiaire entre les PLU et les quartiers. Et alors, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution, mais je pense qu'en plus, c'est l'échelle à laquelle
Nous, urbanistes, on est vraiment le plus attachés, c'est-à-dire ce passage de la grande planification à l'opérationnel à travers des logiques inscrites dans le temps, dans le savoir-faire, etc. Et donc, effectivement, là, cette grosse tache rose met vraiment le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire on a l'impression que l'urbanisme a disparu dans cette échelle intermédiaire, alors que c'est sûrement celle qui mérite le plus d'attention. Voilà, c'est plus une interrogation qu'une solution, mais que je soumets au débat. Voilà. Marion, la parole est à vous, avec un allumage du micro. Bonjour, mes excuses. Alors, je voulais ouvrir un petit peu la réflexion sur justement des lieux qui, dans les taches roses, peuvent être des superbes supports de réflexion et de réouverture de certains quartiers. Alors, j'ai un exemple à Metz, dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, moi, je suis plutôt de la région Grand Est. Et aujourd'hui, on travaille sur un sujet de caserne, de reconversion de caserne. Qui est voilà, un espace dans un quartier devant les ponts sur Metz, qui est aujourd'hui complètement clôturé et fermé, et qui va se réouvrir avec justement une réflexion sur la récupération de ce foncier. Et je trouve que dans la réflexion sur Lausanne, c'est des très bons supports, ces reconversions qui existent beaucoup par chez nous, pour justement trouver des bonnes solutions pour reconvertir des quartiers ou des zones qui sont en délaissé et qui sont plus reliées au reste des quartiers. Voilà. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup, et ça m'éveille à une petite réflexion que je ferai après l'intervention de Charles qui a levé la main. Vas-y, Charles. J'ai levé la main pour rentrer dans cette partie du débat, c'est-à-dire la partie de l'action précise et ce que tu as appelé l'échelle du PLU, et l'échelle des opérations. Il y a toujours, dans la vie d'une nation, la production d'une civilisation, il y a toujours des conflits entre des intentions qui doivent être mises en pondération instantanée et à long terme. Nous avons en France pris tellement la direction de la protection de l'environnement, de l'équilibre du CO2 sur la planète, etc., que nous n'arrivons pas, et nous ne sommes pas les seuls, et je vais en parler, nous n'arrivons pas à régler le problème fondamental qui est celui de loger les gens. Et c'est un devoir essentiel d'une nation que de loger les gens, loger les jeunes, éviter la décohabitation, et en particulier dans les cités qui posent des problèmes monumentaux de poursuite de phénomènes que l'on ne veut pas voir, etc., etc. Donc je crois qu'il faudrait qu'on arrive, alors là c'est en tant que SFU ou chacun dans ses potentiels, à interpeller les parlementaires, quand ils auront autre chose à faire que de se choisir qui est ministre ou pas, pour essayer de montrer que dans certaines conditions à exposer, on pourrait faire des arbitrages un peu différents entre 2 ou 3 sujets prioritaires qui auraient été choisis par le Parlement, parce qu'il faut rester démocrate. Mais moi, je pense que le déficit de logement d'aujourd'hui, qui est en millions de logements sociaux, plus quelques centaines de milliers de logements privés, commence à être extrêmement dramatique, parce que quand on fait les calculs normaux, qu'un urbaniste sait faire, c'est-à-dire pas des calculs de densité à la parcelle, mais des calculs de densité urbaine sur des grands espaces urbains. On prend la totalité des populations et on divise par la surface de l'îlot dans lequel, enfin, de la surface qu'on s'est donnée. On arrive à des besoins de centaines de milliers d'hectares pour loger ses habitants. Et la somme que l'on fait des espaces qu'on rend disponibles dans les PLU depuis qu'on les modifie avec le ZAN est totalement hors de cette échelle-là. Donc on est en train d'arriver dans un nouveau mur. Et si je dis ça, c'est pour arriver à une conclusion. Il y a un très grand danger. Un très grand danger. Ce danger, il s'illustre déjà en Grande-Bretagne. Certains savent que je suis toutes les semaines ce qui se passe en Grande-Bretagne pour des raisons précises. Et
en Grande-Bretagne, toutes les semaines, voire même 2 ou 3 semaines, il y a la décision d'un commissaire, ils ont des systèmes parallèles, qui autorise 600 maisons à tel endroit dans la Greenbelt, 500 maisons là, qui en refusent 127, etc. Et c'est toujours des maisons, parce que vous savez quel est leur mode d'urbanisation. Et donc, eux, ils ont commencé à déraper. Et nous, n'oublions pas que Eugène Claudius Petit n'était pas un imbécile, que tous les gens de la période des années 60 étaient des gens extrêmement bien, y compris des urbanistes très bien. Il y a eu les Charles Delphance, etc., etc. Et ils ont produit les ZUP, parce qu'un jour, c'était intenable. Et on a dit, toi, tu vas m'en faire 10 000 là, toi, tu vas m'en faire 7 000 ci, etc. Faisons attention, on est en train, en ne réagissant pas, de laisser aller dans cette direction. J'ai personnellement, je suis intervenu à la toute fin de la récente intervention du club Ville Aménagement à Lyon au mois de juin. Vous savez, on était 400 ou 500 pendant 2 jours de suite, parce que petit à petit, on voit arriver à ce que chacun montre comment il est encore plus studieux que les autres pour être dans, effectivement, comment on développe tel petit détail, comment on fait, etc. Et la population ne sait pas qu'on l'emmène dans le mur. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci Charles. Chantal? Oui, moi, je voulais surtout réagir sur l'intervention de Marion. Bon, actuellement, je suis marseillaise et j'y resterai. Et voilà. Mais je viens du centre de la France où on avait beaucoup de militaires, entre guillemets. Et donc, en plus du logement, ces zones-là qui ont accueilli l'armée en général, en fait, ont un problème d'emploi. Après avoir reçu des centaines de militaires qui ont contribué, voilà. Il faut qu'ils retrouvent ensuite, que ces régions retrouvent un dynamisme économique. Voilà, en plus du logement. Le logement, c'est facile, on transforme les bâtiments, mais retrouver un emploi dynamique, c'est compliqué. Voilà, c'était ma réflexion. Je pense qu'un jour, ce serait intéressant d'avoir un rendez-vous sur ce thème. La requalification des zones anciennement militaires. Le logement, c'est pas facile. Non, aussi. Aussi, je sais bien, Charles, et tu sais comment c'est. Mais des zones qui ont été désertifiées à la suite du départ. Bon, à l'époque, moi, c'était les Américains, bien sûr, mais d'autres compagnies militaires, c'est difficile de s'en remettre, je crois. Bien, merci Chantal. Éric? Oui, juste pour compléter, parce que je partage l'avis de Charles, mais aussi de ce que vient de dire Chantal. C'était sur par rapport à les injonctions telles qu'elles sont prises par le milieu rural au niveau des ânes, et donc du coup d'arriver à reconstruire la ville sur la ville. Je l'évoquais l'autre jour avec quelqu'un à Marseille qui l'a fait sur plusieurs villes, mais où il y a des marchés assez forts, je pense à La Ciotat notamment. Et où je le questionnais sur des villes moyennes où les marchés sont plutôt à des valeurs assez basses, et il me disait ce n'est pas possible. On a regardé, et donc il me dit il faut que ce soit les opérateurs publics qui s'y collent, parce que nous on ne sait pas faire. C'est des portages quand même qui sont lourds, hein, des portages à 2-3 ans, avec souvent des processus d'éviction, des travaux lourds et des machins. Et il me dit moi j'y arrive pas. Par contre sur La Ciotat où le marché est pratiquement égal à Sudex, c'est possible. Or, dans les villes moyennes, je le vois sur des villes que je connais bien, on a des immeubles entiers qui sont en train d'être mis en péril, et où la collectivité ne va pas avoir les moyens d'intervenir. Donc il va falloir peut-être recréer, mais la Caisse des dépôts se défile, on l'a vu à plusieurs endroits, et donc du coup il va falloir recréer des outils pour reprendre tout cet immobilier
qui va pas être simple. Et pour aller dans ce que disait Chantal, sur les casernes, comme Oui. sur les hôpitaux, on sait enfin, l'hôpital, le quartier Poussico à Paris, c'est merveilleux, quoi, ce qui a été fait. Mais avec la puissance de feu de Paris, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et moi, Oui, je monsieur voudrais Hénard. intervenir. Ah oui, pardon. oui, vas-y. Oui. Moi, je voudrais- Je voulais rebondir Mm. là sur ce que venait de Ah. nous expliquer Charles. Et effectivement, donc je suis de la région Rhône-Alpes, hein, je suis à Lyon, et on constate bien, par exemple, je prends la ville d'Annecy, où à la ville d'Annecy, le fait de ne plus pouvoir se loger pénalise grandement son développement économique. C'est-à-dire que non seulement l'application du ZAN et l'application, oui, du ZAN empêche la création de zones d'activité économique, empêche la création de logements, et vous avez donc des lois environnementales, des lois résilience et le ZAN qui contraignent le développement économique et le logement. Ce qui fait que, d'une part, les employeurs ne trouvent plus d'employés et que les jeunes qui sont diplômés s'en vont. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à côté de la région d'Annecy, je prends la ville d'Annecy, vous avez des zones qui ont une densité très très faible. On est à la campagne, on est dans des massifs de moyenne montagne, mais ces massifs de moyenne montagne sont protégés car ce sont des parcs naturels. Donc vous avez ce système extraordinaire. D'un côté, vous avez des parcs naturels dans lesquels on protège les animaux, et c'est très bien, et de l'autre côté, une densification qui augmente dans la ville d'Annecy et qui exclut les jeunes et qui empêche les industriels de créer leur entreprise. Et ce phénomène va arriver à un moment où ça bloque. Vous avez la même chose à Chambéry. Vous avez la même chose à Chambéry où la densité urbaine augmente et où les jeunes sont obligés de s'expatrier. Et au milieu des deux, vous avez un massif qui s'appelle le massif des Bauges, où il y a effectivement une agriculture pauvre, coincée entre deux métropoles riches. L'aménagement du territoire n'y trouve plus raison. On n'est plus du tout dans l'aménagement du territoire. On est juste dans l'application de textes qui vont à l'encontre du développement économique et démographique de notre pays. C'est pour ça que je trouve que ce que dit Charles est tout à fait pertinent. Merci. Claire et Hélène, vous voulez réagir avant de redistribuer la parole? Oui. Moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Eric. Je trouve tout à fait intéressant de poser ces questions, mais là, on parle d'outils. Et effectivement, Ouais. les outils sont indispensables. Mais je pense que ce qui est intéressant dans la présentation qu'a fait Claire, c'est de voir que quand on est sur du long terme, qu'il y a une volonté politique qui est affirmée, que les élus vont aller chercher des financements, parce que c'est ça aussi, c'est vrai que l'aménagement coûte cher, et qu'à un moment donné, il faut faire un choix dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on a 5 projets, on va diviser les financements publics de participation à 5 projets parce qu'on sait que les projets sont déficitaires et qu'à ce moment-là, la qualité au final n'est pas là. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans certains cas, sur du long terme, les élus peuvent travailler sur de la planification. Ils travaillent aussi avec les habitants, les partenariats, ils sont allés chercher de l'argent en Europe, etc. Voilà, je pense que quand on peut parler outils dans certains cas, mais enfin, nous, ce qu'on voit maintenant, c'est que, et on le voit notamment à Marseille, effectivement, on ne parle plus de planification, on parle d'opération. Et dans chacune des opérations, il y a un problème, c'est déficitaire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait envie de poser comme question, c'est comment les urbanistes peuvent, à un moment donné, rejaillir là-dessus. Oui, c'est une très belle question. Céline, tu voulais… Ouais. Il faut juste Oui. préciser, Oui, pardon, oui. juste préciser que la ville de Cagnes-sur-Mer était au départ, au début des mandats de Louis Nègre, donc le maire actuel, vraiment la ville pauvre, c'est-à-dire beaucoup de logements sociaux, très peu aidés par rapport à Cannes. Elle a maintenant 50 000 habitants, donc ce n'est pas non plus une ville énorme. Bon, elle bénéficie du littoral, des Alpes-Maritimes, mais c'est d'autant plus exemplaire, je trouve, d'avoir réalisé un tel projet. C'est qu'au départ, elle ne partait pas dans de bonnes conditions. Et ce que disait Eric, qui disait qu'il y a plein d'endroits où
c'est pas possible parce que ça se rentabilise pas. Bon, c'était pas évident. Et c'est vrai que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un projet collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment avec la métropole, avec d'autres élus autour. Ils se sont tous serrés les coudes. Il y a quand même quelque chose qui Oui, dépasse les frontières de la commune, quoi. Ça, je trouve ça assez exemplaire, en fait. Ouais. oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est de par l'intervention d'un urbaniste? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a eu plusieurs éléments, mais qu'on arrive à autant de logements à prix quand même correct pour des gens sur le littoral là, des Alpes-Maritimes, c'est que c'est assez. Enfin, on verra quand ce sera fini, hein, c'est pas encore fini, ce sera 2030, donc on a encore un petit peu le temps, mais je pense que c'est aussi une sorte de continuité de vision politique à long Oui, terme et d'être capable de revenir sur des décisions qui avaient été prises. On a vu ça avec plusieurs projets qu'on a fait avec Christine Dugontier là sur Agéranville. On se disait qu'à la fin, peut-être que notre métier, c'était d'éviter des grosses bêtises et de revenir à des choses plus simples, oui. plus concrètes et qui finalement fonctionnent et avec un phasage qui soit correct. Et on se rend compte que quand même, sur le long terme, ça marche. On a Oui, fait, oui. par exemple, 5 études sur la Croix-Valmer, c'est quoi, c'est les Alpes-Maritimes aussi. Et à la fin, les Dans le projets Var. sont sortis, mais on les a, dans le Var, oui, on les a accompagnés. Il y a une histoire d'accompagnement. Quand on parlait l'urbaniste, le rôle de l'urbaniste, c'est l'accompagnement. Enfin, je trouve qu'il y a Alors, une notion comme ça qui est importante. je trouve que c'est une. Je te laisse après la parole, Céline, mais c'est très, très intéressant parce que, enfin, moi, dans mon métier, on appelle ça le pilotage, c'est-à-dire, c'est pas la MO, c'est pas la maîtrise d'œuvre, c'est pas l'urbanisme, mais c'est finalement, à partir d'un objectif global, des personnes qui sont capables de piloter, c'est-à-dire de trouver en temps réel tout un tas d'astuces pour arriver à l'objectif, même en contournant les obstacles, en inventant, vous l'avez dit, en allant chercher les financements, parfois en donnant un petit peu du temps à la décision, etc. Et ça tombe bien parce que dans le nouveau référentiel de l'Office professionnel de qualification des urbanistes, on insiste pas mal sur le rôle de l'urbaniste en tant que pilote, alors d'opération ou de planification. Mais je pense que ce pilotage est vraiment à mettre un petit peu en avant dans la profession des urbanistes. On sort aussi forcément du pilotage des Jeux Olympiques hein, qui ont révélé au monde entier les capacités exceptionnelles de ces métiers à arriver même dans des cas complètement désespérés, à faire des opérations urbaines sans dérogation d'ailleurs. Enfin, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc, effectivement, peut-être que cet accompagnement au long cours, qui convoque à la fois des capacités de trouver des financements, de réorienter des programmes en partie, de revoir des programmes quand le marché n'est pas là, comme le disait Eric, de jongler en fait avec tous les aléas pour arriver quand même à une qualité qu'on s'est un petit peu signée ou décrite au début de la démarche. Je trouve que c'est un rôle à la fois très valorisant, pas facile, hein, mais très valorisant de l'urbaniste. Céline, la parole est à toi. Oui, merci. Effectivement, je trouve que je dirais plus accompagnement que pilotage. Pour moi, D'accord, oui, oui. je trouve que ça parle plus. Et je pense que l'urbaniste, finalement, c'est quelqu'un d'assez polyvalent et qui va toucher à différents domaines, trouver les bons interlocuteurs aussi. On parlait tout à l'heure des problèmes de logement dans une ville comme Annecy, mais pour moi, c'est la même chose dans une ville comme Biarritz, par exemple. Des petites communes qui Oui. sont envahies par le tourisme, voire le surtourisme, et qui finalement font face à des pénuries de logement parce que il y a beaucoup d'Airbnb et que finalement les locaux n'arrivent pas à se loger
convenablement, ou en tous les cas dans des périmètres qui soient faisables, praticables pour eux au quotidien. Mais aujourd'hui, les villes, ça y est, elles légifèrent par rapport à ça. Ça Oui. se passe à Marseille, ça se passe à Aix-en-Provence où moi j'habite et où il y a également un problème de logement dans l'hypercentre. Et ça, je pense que c'est pas tant un problème de densité, c'est vraiment un problème aussi de mise à disposition de logements. Et ça se travaille aussi avec les élus. Ça fait partie aussi pour moi du rôle de l'urbaniste. Alors évidemment, on n'est pas des experts dans ce domaine-là, mais en tous les cas, c'est trouver des solutions et accompagner les élus dans cette recherche de solutions parce qu'il y a des choses faisables, il y a des choses possibles, la preuve. Maintenant, dans le cadre en tout cas d'Airbnb, ça y est, on commence à légiférer et c'est très bien. Oui, oui. Parce que quand même, par rapport à ton intervention, Charles, je ne suis pas certain de voir la relation directe entre le ZAN et le problème du logement. Du fait qu'il me semble que le problème du logement était là bien avant qu'on parle du ZAN. Donc voilà, c'est aussi ça l'empire peut-être, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Jean-Claude. Oui, Oui. donc j'aurais placé une petite intervention sans déplacer le sujet, n'étant pas urbaniste, et applaudir Charles Lambert qui a cité Claudius Petit, à qui je consacre 2 pages dans un nouveau bouquin sur le jumelage quartier-village, parce que si Claudius Petit revenait aujourd'hui en convoquant les technologies que l'on connaît. Moi, mon approche est plutôt un peu décalée, un peu technologique. On sent confusément qu'on a une difficulté de représentation mentale de l'urbanisme au sens spatial et écosystémique. D'abord, alors la tache rose, c'est accablant, mais pour évoluer, il faut se laisser agresser. Des trucs pareils, c'est incroyable. Et donc, quand on pense qu'il y a des gens qui vivent, puis je voudrais dire que le logement social que j'ai servi pendant 30 ans, et là je représente Jean-Pierre Comte, qui est président d'un groupe 160 000 logements, fondé à l'origine par Claudius Petit, et donc avec Sonacotra et compagnie. Donc il tutoie des locataires toute l'année, ils sont en contact avec les quartiers et ils ont un sens olfactif un peu des problèmes, et il est bon de les associer sans qu'ils dominent le jeu. Donc moi, je voulais simplement dire qu'il existe aujourd'hui des technologies que l'on peut convoquer, utiliser, qui sont accessibles et moins chères que l'on croit, comme le jumeau numérique qui permet d'avoir une représentation du quartier avec toutes les dimensions. On peut encapsuler, grâce à l'IA, on peut embarquer dedans toute la diarrhée réglementaire qui régit le ZAN et compagnie, ce qui facilite donc de pouvoir cliquer et d'avoir de mettre en évidence un phénomène, un récit, des faits saillants, de donner du volume, de permettre également de s'interfacer avec la population qui peut dire ce qu'elle pense, réagir, et donc se fabriquer un modèle. Ça existe déjà en Angleterre, en d'autres pays, donc de faire un effort de façon à pouvoir faire participer, associer et mettre en couleur et en volume les choses, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les nouvelles mobilités qui vont changer, d'abord à s'en tenir au périmètre dans lequel on est, mais raisonner de manière systémique un peu plus largement, parce que les nouvelles mobilités vont changer les dimensions des choses et vont nous rapprocher les uns des autres avec les technologies maintenant pour lesquelles on a milité pendant 20 ans, qui ont explosé
grâce au Covid, et donc la crise est une chance parfois, et donc aujourd'hui, comme ça se passe en ce moment, cette conférence, les métiers se dématérialisent et les systèmes de valeur ajoutée évoluent. Et donc les gens peuvent habiter un village, on peut décongestionner les quartiers, habiter des villages qui sont hors du périmètre avec une mobilité qui peut être animée par des anciens Uber avec des jeunes des quartiers auxquels il faut penser. Pour moi, au centre, il y a et merci aussi pour, j'habite Chambéry, donc à côté de Tuénard, donc il faut penser donc à l'avenir des jeunes, aux seniors en perte de mobilité, en difficulté, qui sont sortir de cette vision matricielle et cartésienne avec les familles dans des logements sociaux, les étudiants dans une résidence et les personnes âgées dans des EHPAD en fin de vie. Donc, et refaire de l'inclusivité dans des constellations de villages périphériques avec des nouvelles mobilités. Donc, c'est un peu maladroit et un peu décousu, excusez-moi, mais je voulais essayer peut-être que ça se passe un peu dans ma tête. Non, merci beaucoup Jean-Claude, et je rebondirai sur ce que tu viens de dire après l'intervention de Charles qui a levé la main. Vas-y Charles. Oui, alors je vais revenir sur ce qu'ont dit Hélène et Claire tout à l'heure, et je crois que c'est Hélène qui parlait, en disant on est quand même bien loin, nous on a voulu parler de l'outil. Alors je vous suis et je vais dans les outils pour faire une proposition qui est venue bien sûr, je ne suis pas tout seul, mais je la fais dans ce panel. La proposition, c'est que vous nous avez montré l'opération de Cagnes, qui officiellement a commencé en 2013 et va terminer en 2030. 2030 sera peut-être 2032, mais de toute façon, elle n'a pas commencé en 2013, elle a commencé en 2008, 2009, 2010, le Conseil en a parlé, les élections municipales en ont parlé, donc c'est 20 ans. Et 20 ans, tout change en 20 ans. Mais il ne faut pas croire que les opérations d'urbanisme, elles se font en moins de 20 ans, elles se font presque en plus de 20 ans, voire même 30, quand on prend la dimension de la population et de l'adhésion de la population, comme Céline le rappelle chaque fois, et elle a raison. Et donc, nous avons une place que nous devrions revendiquer, nous. Alors après, il y a la diversité de la profession, mais on ne va pas parler de tout, au moment de la rédaction du contrat de concession. Parce qu'effectivement, on rédige un contrat en 2013, on le discute de 2012 à 2013, on change de maire entre-temps d'ailleurs, je crois que c'est le cas à Cagnes, si je me souviens bien. Non, c'est le même qui est resté? Ah bon, d'accord. On ne change pas de maire, mais tout a changé autour. Alors qu'il faudrait que nous sachions introduire ou faire introduire dans ces contrats, dans ces conventions, dans tout ce qu'on veut, la notion d'évaluation, mais en donnant les termes de l'évaluation dès le début, en disant elle doit être systématique tous les 3 ans, tous les 4 ans, elle ne doit pas être uniquement sur le plan quantitatif en superficie, mais également on doit pouvoir parler d'argent de nouveau, on doit pouvoir parler de répartition des rôles de nouveau, etc. Il me semble, là, il y a quelque chose à trouver. Et nous avons parmi nous des avocats que je vais prendre comme des juristes, parce que la profession d'avocat est une profession, la profession d'urbaniste en est une autre. Et donc, c'est ma réponse à ce que vous disiez. Il faut qu'on introduise au bon moment l'expérience que nous avons et la conception. Et puis la dernière chose, je voudrais répondre à Laurent quand il dit que le ZAN n'a pas obligatoirement, alors tu as toi-même répondu comme je devais le faire, et effectivement ça vient en rajouter un moment, et oui. C'est bon, oui. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Nous sommes dans une société d'ingénieurs, on en change, mais nous sommes dans une société d'ingénieurs. On a encore le corps des ponts et chaussées, on a encore les YF, on a encore tout ça. Et nous avons des juges qui ne savent pas plus que l'arithmétique. Les experts qui sont auprès des juges, j'en ai été, ne se font comprendre que quand ils font de l'arithmétique.
Et le ZAN est malheureusement de nouveau un retour à l'arithmétique à la Oui. troisième décimale. Et Oui, ça, on ne peut pas laisser cette dérive. Donc, il faudrait qu'on ramène cette notion de sobriété dans l'usage de l'espace à d'autres concepts et qu'on fasse corriger cette loi qui a été trop et exclusivement arithmétique. Ah oui, entièrement d'accord. Alors, on s'approche de la conclusion, mais c'est clairement, Charles, ce qu'on a justement bien affirmé dans tous les rendez-vous que je citais tout à l'heure, que c'est intéressant de revenir à l'origine du ZAN, hein, avec la COP 21, la Convention citoyenne. Hein, c'est la Convention citoyenne qui a généré l'étincelle, qui a fait le ZAN, et puis ensuite, ça dérive un petit peu vers un exercice comptable au sein des PLU. Et c'est marrant d'ailleurs, c'est paradoxal parce que il y a eu une espèce de divergence entre les impératifs de la planification telle qu'elle est réalisée en France à travers ces documents juridiques et administratifs qui est devenu très comptable, et quand même le débat général qui rejoint peut-être certains souhaits de Jean-Claude. Je voudrais citer deux exemples. Le premier, c'est le PLU de la commune de Rissorangis, qui est une petite commune à 30 km au sud de Paris, mais qui accueille finalement tous ces naufragés du logement en centre-ville parce que les prix sont beaucoup plus bas là-bas. Et la commune de Rissorangis, alors j'en parle plus facilement, d'autant que moi je n'y ai absolument pas participé, a réalisé son PLU en partant d'un partage avec les populations de la qualité des sols. Et finalement, ils ont donc fait des études, ils ont essayé de classer pourquoi les sols étaient plus capacitaires dans des endroits que dans d'autres, à faire soit accueillir la biodiversité, soit infiltrer, soit voilà. Et donc, du coup, ils ont commencé en fait leur PLU avec une carte de la qualité des sols. Et après, ils ont décidé avec la population, ben voilà, du coup, où est-ce qu'on se met? Et puis en dernier lieu, ils ont dit, bon, mais alors finalement, qu'est-ce que ça donne côté ZAN? Et puis voilà, s'il faut faire plus dense, on le fait, quoi. Donc il y a ces démarches-là qui, je pense, n'étaient pas évidentes avant que ce grand débat sur le ZAN n'émerge. Puis le deuxième exemple, c'est la communauté urbaine du Grand Reims, qui a donc, lui, elle, fait son plan d'urbanisme sur l'eau, sur l'urbanisme de l'eau, en inventant pendant 5 ans toute une méthodologie. Allez voir vraiment le plan pluie du Grand Reims sur son site internet, c'est quand même très exceptionnel, c'est-à-dire on voit une multitude d'aménagements ou une multitude de souhaits de changements d'usage sur les parcelles, de plus petits projets au grand écoquartier, avec à chaque fois, comme tu le dis, Charles, une évaluation de la contribution de cet aménagement-là ou pas à l'urbanisme de l'eau en général, au nom d'un objectif un peu supérieur qui est de conserver la ressource, de limiter les inondations et d'arriver disons, à éviter les sécheresses pour favoriser la biodiversité. Donc, il y a quand même, je trouve, des sujets très intéressants qui, malgré cette comptabilité un peu urbaine, enfin administrative de l'urbanisme, a réveillé des compétences, des savoir-faire, des choses qu'on aurait quand même rêvé un petit peu il y a 10 ans. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un sujet pas facile, on va pas le trancher ni le conclure. Mais voilà, je vous propose peut-être, Claire et Hélène, un dernier mot, parce qu'on va s'approcher de la conclusion. Voilà, et puis ensuite, je ferai quelques petits remerciements. Voilà, je vous laisse la parole. Moi, j'ai envie d'être un peu provocante, je suis désolée. Mais tout au long de ma carrière professionnelle, je travaillais beaucoup avec des élus et je passais mon temps à dire aux élus, faites rêver. Ouais. Commencez par le rêve. Et il y a une citation, c'est « Ils ont échoué car ils n'ont pas commencé par le rêve ». Et je pense que le rôle de l'urbaniste, à un moment donné, c'est de provoquer du rêve. Alors après, effectivement, Absolument. il faut le mettre en action, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas au départ, de la part des élus, de la part des professionnels, comme vous disiez tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait de travailler tous ensemble, quelle vision on a collectivement. Voilà, Oui. moi, ça c'est mon mot de la fin.
Moi, je signe et je contre-signe. Mais il y a quand même pas mal d'élus qui rêvent et qui sont prêts à rêver avec des habitants de plus en plus. Et je pense que l'investissement de plus en plus des habitants, qu'ils soient jeunes, vieux, moins jeunes, de différents, peut vraiment nous aider à aller dans le bon sens. Voilà, Très bien. Bah, écoutez, ça me va très bien de conclure ce magnifique débat par le rêve et la capacité des urbanistes à le générer. On est tout à fait en phase avec les valeurs de la Société française des urbanistes. Donc, un immense merci, Claire et Hélène, pour tout ça. Comme d'habitude, on retrouvera donc sur la chaîne YouTube l'intégralité de de ce petit moment passé ensemble d'ici une semaine, 10 jours. Je voulais également remercier Chantal d'avoir initié ce rendez-vous avec vous deux. Également remercier également Bruno Ferracci, sans qui on aurait eu beaucoup de mal à monter ce rendez-vous. Et donc, ben voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, et puis ben à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la SFU. Merci Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Laurent, tu es encore là? Non. Bon.